Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Est-ce que je vous ai manqué? Bon, hier, j'étais appelée sur d'autres fronts, mais là, je suis avec vous, je suis au grand rendez-vous. Et là, on va passer de bons moments ensemble. Le grand rendez-vous, c'est ici et maintenant. À tout de suite. Nous sommes le 28 février 2018, ce jour, le dernier jour du mois donc, de février dans le monde agricole. On s'intéresse à l'entrepreneuriat agricole. Comment construire un environnement propice pour les femmes? On sera avec Estelle Pazou pour en parler. Espère s'intéresse au bilinguisme et voilà, pour unir l'Afrique. Pourquoi pas? On aura sur le plateau Nayeton Bewa. Il va donc nous dire un peu ce qu'il faut pour unir l'Afrique à travers le bilinguisme. Nous aurons dans Nature et Bien-être, nous allons parler encore de la dégradation des sols. Aujourd'hui, on va s'appesantir sur les conséquences avec Pépin Inan. Il est le directeur général de l'environnement et du climat. Le dernier plateau, c'est Autant Savoir qui s'intéresse aujourd'hui encore au transport inter-État, mais là, les réalités et les perspectives, on va en parler avec Kofi Pascal Djela. Il est responsable Union des transporteurs de Boaké, section Cotonou. Nous allons donc, après le menu du grand rendez-vous, revenir à la rédaction, oui, pour parler du menu du 1945. Et tout de suite, on entre en liaison avec Nadège Sani. Nadège, bonsoir. Bonsoir à vous, heureuse d'annoncer. Ah, mais on dirait une toute petite fille dans sa petite robe ou quoi là, mais c'est un bon assortiment, je dirais. Vous portez très bien. Ça va très bien, heureuse. C'est toujours pour le plaisir des téléspectateurs. Enfin, tout un nouveau look. J'aime très bien. Alors, le menu du 1945. Merci à vous, heureuse. Au menu ce soir, une nouvelle réforme au FNM, le Fonds national de la microfinance, innove avec un programme digital de microcrédit aux plus pauvres. 28 février 1990, les délégués à la conférence des forces vives de la nation clôturaient les travaux. L'heure est au bilan. 28 ans après, vous entendrez Dodi Amozouvi, sociologue, qui est revenu sur le respect des conclusions. Au Vietnam, on parlera d'une industrie de faux mariage. Elle est au fait créée pour mettre fin à la stigmatisation des femmes célibataires. Vous aurez plus de détails sur le sujet à 19h45. D'accord, on a pris le rendez-vous. Et oui, on reste avec vous, mesdames et messieurs, avant le journal pour recevoir Estelle Pazou. C'est le premier plateau, Monde agricole, tout de suite. Entrepreneuriat agricole, comment construire un environnement propice pour les femmes. Nous aurons sur ce plateau Estelle Pazou, votre chroniqueuse, je dirais, préférée. Est-ce qu'elle s'est reconvertie? Elle est là en tant que femme agricole, entrepreneur agricole. Elle va nous confirmer tout ça tout à l'heure. Mais d'abord, suivons ce reportage à cet effet. Producteurs, transformateurs et commerçants agricoles ensemble pour relever des défis majeurs qui sont les leurs. Au Bénin, malgré les efforts fournis par les acteurs du monde agricole pour la valorisation de ce secteur, la question de la non-disponibilité du marché d'écoulement des produits reste une évidence. C'est qu'il faut disposer d'un site visible pour que le consommateur lambda, quand il a besoin d'un produit, qu'il puisse se rapprocher d'un site physique pour se procurer ces produits. Également, il faut pouvoir disposer une quantité donnée, parce que le marché est vaste. Et quand vous n'avez pas la quantité de produits qu'il faut pour satisfaire le marché, pour garantir la présence de ces produits sur le marché, c'est également une difficulté. Nous avons la concurrence des produits importés. Le Béninois n'est pas encore habitué à manger local, donc il faut vraiment travailler sur cela. Alors que le marché local est quasi inexistant, le marché international, lui, offre quelques possibilités, raison pour laquelle les producteurs agricoles tournent leur regard vers l'exportation. Mais là encore, la question du financement se pose. Dans ce monde, si, quelles que soient les activités que vous faites, si vous ne le faites pas avec une certaine aisance, avec une certaine professionnalisation, c'est difficile d'avoir que vos produits aillent sur le marché.
l'accès au marché pose problème faute de professionnalisation. Au regard de ce constat, les acteurs du monde agricole sollicitent l'accompagnement du gouvernement. Les institutions consulaires devraient être écoutées. La Chambre d'agriculture doit être écoutée davantage. Il faut le financement adéquat pour le secteur. Jusqu'à la date d'aujourd'hui, la solution miracle n'est pas encore trouvée. Il va sans dire que le marché agricole béninois peine encore à décoller. Doter davantage les réseaux de production de moyens financiers pour espérer des produits de qualité et en quantité serait une meilleure option. C'était donc un reportage de Marcel Betorou et Monique Torron qui porte la voix de Nadège Sani. On est donc avec, comme je le disais, hein, mesdames et messieurs, avec Estelle Pazou. Estelle, je vous connais chroniqueuse. Est-ce que vous êtes devenue femme entrepreneur agricole? Vous le constatez si bien, heureuse. Et vous intervenez au niveau, bon, à quel niveau de la chaîne? À tous les niveaux. Hey! Production, transformation, commercialisation, je fais tout maintenant. Vous faites tout. Oui. Elle fait tout, mesdames et messieurs, et elle nous dira tout sur les difficultés rencontrées dans le domaine. Alors déjà, en tant que femme entrepreneur agricole, dites-nous ce que vous êtes. Alors, une femme entrepreneur agricole, c'est tout simplement celle-là qui se lance dans les activités agricoles, et ceci, comme je le disais, à tous les niveaux, la production, la transformation et la commercialisation, et qui décide surtout de travailler à son propre compte. Qui décide de travailler à son propre compte. Oui. Et oui, tout à fait. Mais là, c'est-à-dire, une femme entrepreneur agricole n'est pas celle-là qui travaille, qui a un patron, en fait. Elle est son patron à elle-même. C'est mieux, hein? Oui, c'est mieux. Oui? On est plus indépendant et on a beaucoup plus de marge de manœuvre pour travailler. On crée, on innove et ça avance dans le travail. N'est-ce pas? Et vous qui, je dirais, avez fait les deux, vous étiez employé chez quelqu'un et là, maintenant, femme entrepreneur agricole. En fait, il faut partir de quelque part, il faut chercher à avoir son petit capital à soi-même avant de se lancer dans l'entrepreneuriat agricole. Et c'est ce que j'ai fait. Et vous y plaisez? Très bien, ça ne se voit pas. Bon, ça se constate. Eh oui, ça se constate. Ben, quelles sont les difficultés auxquelles les femmes entrepreneurs comme vous êtes liées? Quelles confrontées surtout? Les difficultés sont énormes et je pense que le reportage que nous avons suivi en a déjà fait cas de quelques-unes de ces difficultés-là. Il y a d'abord la disponibilité de la terre. Vous savez, chez nous, question d'héritage, la femme n'a pas souvent droit à la terre. On ne réserve ça qu'aux hommes. Et donc la terre n'est pas souvent accessible ni disponible pour les femmes. Et je pense que ça, c'est la difficulté majeure. Parce que si une femme entrepreneur agricole décide de produire de la tomate, du maïs ou bien du manioc, il faut quand même un espace pour planter tout ça et pour pouvoir récolter après. Donc, il y a la disponibilité de la terre. Il y a également la formation qui pose problème. La plupart des femmes qui se lancent dans les activités agricoles sont des femmes qui sont dans les milieux ruraux. D'accord. Elles n'ont parfois aucune formation, c'est les savoirs empiriques. Et donc, elles ne savent pas forcément que pour, par exemple, bien rentabiliser la production, qu'il faut lier deux cultures, par exemple la tomate ou le maïs, pour pouvoir mieux rentabiliser. Elle ne sait pas. Donc, des formations manquent à ces niveaux pour permettre à ces femmes-là d'avoir plus de connaissances sur l'agriculture et donc pouvoir bien se débrouiller et augmenter la productivité et la production. Il y a aussi le matériel de travail qui manque, les difficultés de financement, elles n'ont pas les moyens nécessaires pour s'acheter les intrants et autres là. Et donc, je crois qu'à travers même le reportage, ils ont beaucoup plus abordé cela, le financement qui n'existe pratiquement pas. Le financement, c'est ça. Le capital aussi, on a parlé de ça, et le capital physique surtout. La femme n'est pas celle-là qui est forte, qui a tous les pouvoirs. Enfin, je parle de force physique, donc il lui faut des ouvriers, si vous voulez bien. Il lui faut de la main-d'œuvre pour y aller. Et quand on n'a pas les moyens nécessaires, on ne peut pas se permettre d'aller chercher la main-d'œuvre. Je vois bien. Est-ce qu'il ne faudrait pas encourager la femme entrepreneur? Mais s'il le faut, pourquoi cela?
Oui, il faut encourager la femme entrepreneur parce que d'abord, comme je l'ai dit, la majorité des femmes qui sont dans le milieu agricole sont des femmes dans les milieux ruraux et autres là. Elles travaillent comme simples ouvrières dans les exploitations agricoles et leurs Elles ne activités... sont pas propriétaires. Non, et leurs activités sont beaucoup plus pour l'autoconsommation. Elles visent d'abord leur famille et le surplus maintenant, c'est ça qui est vendu. La plupart des femmes entrepreneurs agricoles sont moins de 5% du nombre des femmes exerçant dans le domaine agricole. Okay. Et donc, si on doit aider ces femmes-là à mieux rentabiliser leurs activités, il faut d'abord le financement, l'accès à la terre pour les intrants agricoles et autres là. Plusieurs raisons peuvent pousser l'État, sinon les bonnes volontés, à accompagner les femmes entrepreneurs agricoles. Vous savez, la femme entrepreneur crée de la richesse. L'homme entrepreneur n'en crée pas? Si on part du postulat que les femmes sont plus nombreuses que les hommes, et les femmes créent alors forcément beaucoup plus de richesse que les hommes. Excusez-moi, mais c'est la réalité. Vous êtes dans votre rôle, oui, tout c'est la réalité. Et voilà. Mais là, quels sont les défis qu'il faut relever? Les défis qu'il faut relever aujourd'hui pour construire un environnement vraiment propice aux femmes agricoles, entrepreneurs agricoles? Oui, déjà, les aider à formaliser leurs entreprises. Parce qu'une femme qui crée une entreprise et qui est formelle, elle va payer les impôts à l'État. Elle va payer les impôts et comme je le disais, elle va employer de la main-d'œuvre. Et la femme n'est pas celle-là qui gaspille de l'argent. Elle fructifie ce qu'on lui donne. Et donc, si on pouvait aider les femmes à avoir des crédits agricoles adéquats et donner beaucoup plus d'informations aux femmes. Une femme qui doit aujourd'hui se lancer dans l'agriculture, il faut quand même qu'elle ait les informations nécessaires. Il ne faut pas qu'elle se mette à produire n'importe quoi et qui ne sera pas consommé par le marché. Il faut voir le produit à mettre en terre selon la saison et tout. Exactement. D'accord. C'est ça. Mais parlez-nous de vous, femme entrepreneur agricole. Vous, est-ce que tout ça est réuni chez vous? Vous avez la terre, votre terre ou c'est une terre louée? J'ai la terre. Ah bon? J'ai la terre, j'ai les ouvriers. Actuellement, ils sont au champ. Je vais superviser tout à l'heure. Tout à l'heure, à quelle heure? Après le grand rendez-vous à 19h, vous serez en coach. Oui. Ah, ça, c'est une femme entrepreneur agricole à part. Une femme battante surtout, oui, vraiment. Ok, merci quand même à vous, Estelle Pazou. Mesdames et messieurs, il faut dire qu'on devait normalement être avec Sébastien Adjadobedi, et entrepreneur agricole qui était avec nous ce lundi. Et malheureusement, elle n'a pas pu être... Elle a eu quelques difficultés pour venir ici sur le plateau. Et donc, j'ai décidé de... oui, mais vous avez assuré. Merci. Très valablement. Merci donc à vous, Estelle Pazou. On parlait donc de l'entrepreneuriat agricole chez la femme. Comment construire un environnement propice pour ces femmes entrepreneurs agricoles? On a parlé des difficultés, surtout le financement, également la disponibilité de terre. Voilà. Mesdames et messieurs, ce sera donc tout pour Monde agricole de ce jour. Demain, un autre numéro, demain jeudi, on est ensemble. Oui, demain. Pour un autre sujet. Agricole, mais j'espère que demain, je ne viendrai pas ici en tant que... Femme, mais bon, on a aimé. Vous nous avez parlé de votre monde, nouveau monde, je dirais, agricole. Alors, mesdames et messieurs, après donc Estelle Pazou dans Monde agricole, on va installer notre expert. Nous sommes donc avec Nayet Tombewa, il est le directeur du centre Landspace pour nous parler des langues officielles, les avantages du bilinguisme. Alors, monsieur,
Bewa, merci d'être là ce soir. C'est mon privilège. Et bonjour Heureuse, bonjour à tous nos téléspectateurs. Le style là, c'est à cause de la fraîcheur ou quoi? Votre gilet, c'est bien particulier là. Ah oui, parce que nous avons des... De la layette, hein, je crois. Bon, c'est de la cotonnade, made in Africa. Et puis fait en gilet spécial pour les Africains. Et Africain, je suis moi, je consomme africain. Et je développe le continent de ma manière. D'accord, on parle donc avec vous des langues officielles, les avantages du bilinguisme. Alors, lorsqu'on parle du bilinguisme aujourd'hui, qu'est-ce que c'est et pourquoi le bilinguisme? Oui, pourquoi le bilinguisme? Déjà, je suis venu à BB24 et une fois encore, j'ai été frappé par la jeunesse de BB24, chose qui a tout le temps marqué ma curiosité. Et j'ai voulu me rapprocher et voir davantage. J'y étais une fois, ça m'a fait rêver. Une deuxième fois, ça confirme mes intentions de travailler, investir pour le développement. Alors, moi, je suis le PDG de Linkspace International, comme vous l'avez dit. Et puis, Linkspace, c'est un centre de langue qui a déjà fait au moins 17 années d'expérience en matière de langue et développement. Alors, il se fait que nous, en Afrique, nous sommes confrontés à un certain nombre de problèmes d'ordre développemental dans tous les domaines. Et tout le monde sait que l'Afrique est ce continent-là de tous les paradoxes, etc. Alors, nous, de par nos activités et par notre expérience, nous en sommes arrivés à comprendre que ce continent-ci pourra se développer vraiment si les Africains savent mettre en avant, utiliser comme clé ce bilinguisme-là, le bilinguisme. À savoir, imaginez déjà tous les Béninois parler anglais en plus du français et tous les Ghanéens, Nigérians, etc., tous les anglophones, je veux dire, parler français en plus de l'anglais. Qu'est-ce que vous allez remarquer? Les frontières qui sont différentes, qui déjà sont artificielles, et on parle de balkanisation, toutes ces frontières se verraient fragilisées et vont tomber. D'où l'utilité du bilinguisme. Et nous avons eu de l'expérience à travailler avec les langues, et pour les langues, nous connaissons quel est le besoin du bilinguisme. Parce que tous les Africains vont se comprendre. Je t'assure, imaginez, les États-Unis sont une grande nation aujourd'hui parce que quand quelqu'un émet une idée au nord, ça parcourt tout le pays, vient jusqu'au sud, en passant par l'est et l'ouest, et il n'y a pas d'obstacle. Mais aujourd'hui, quand il y a une tête pensante qui dit quelque chose au Bénin, difficilement on entend ça au Nigeria. Vous voyez ce qu'on appelle blocage linguistique. Vraiment. Alors donc, ce bilinguisme-là est une clé qui va véritablement et réellement booster ce qu'il y a comme développement. Et je vais dire, la jeunesse de BB24, j'y reviens encore, Heureuse et tous les collaborateurs que je vois. Alors, écoutez, ils ont de grandes potentialités. Et je pense que ce qui reste, c'est le bilinguisme. N'est-ce pas? Voilà. Mais le bilinguisme, déjà pour le Bénin, quelles sont les langues à choisir? Déjà, le français, c'est notre langue officielle. Justement, on a le français déjà, et quand je parlais, vous allez avoir suivi mon regard, vous voyez, le français et l'anglais. Et statistiquement, sur le continent africain, c'est les deux langues qui prévalent. Et aujourd'hui, cela s'impose à toute personne pensante qui veut vraiment travailler tout court. Il faut le bilinguisme. Mais là, nous savons, on a eu les images même tout à l'heure des enfants qui apprennent déjà la langue anglaise à la maternelle, déjà dès la maternelle. Est-ce que ce sont là des actions qu'il faut mener? Quelles sont les stratégies à mettre en œuvre? Oui, justement. Vous savez, et puis nous, Africains, je parle d'Africains parce que je le suis. Vous pouvez le sentir sur moi. Alors, nous devons savoir faire les choses avec stratégie désormais parce que il ne s'agit pas de, sur un coup de tête, vouloir quelque chose. Il faut mettre en place la stratégie. Et c'est désormais ce que nous allons faire. Alors, les enfants à l'école, à maternelle, c'est très bien. Est-ce que c'est déjà un pas? Entre autres, c'est ce qu'il faut. Mais heureuse, vous et moi, je crois que, comme moi, vous avez fait les cours secondaires de la 6e en terminale, vous avez fait vos cours d'anglais pendant 7 ans. Et en fin des 7 ans, vous ne parliez toujours pas anglais. Ah bon, c'est vous qui le dites, hein? De toute façon... On ne va pas faire un cours d'anglais ici. Non, ce que je veux dire, c'est quoi? Généralement, vous savez que cette année ne nous amène pas encore à parler anglais.
Et que dis-je? Il est important de savoir que les programmes d'études et tout ce qui se met sur nos curriculums pour pouvoir enseigner l'anglais, surtout au secondaire, sont beaucoup plus pour amener l'élève à faire des devoirs d'anglais et avoir des notes plutôt que parler. Alors, donc la manière dont la langue anglaise est enseignée au cours secondaire ne peut pas nous amener à comprendre, à parler couramment la langue anglaise après 7 années d'études. Nous, je vous l'ai dit, nous on est le PDG directeur d'un centre de langue avec 17 années au moins d'expérience, avec beaucoup de résultats avérés. Je vous dis, quand dans une école vous avez 2 heures de cours x2 par semaine sans aucune opportunité de pratiquer la langue, alors c'est pas ce qu'il faut encore. Vous êtes d'accord avec moi? Alors donc la stratégie consistera désormais à pouvoir mettre en œuvre les instruments de travail, les instruments pour apprendre la langue anglaise. Il faut livres, au moins des laboratoires, informatisés, dans tout centre de formation. Et nous, à notre niveau, c'est déjà le cas. Aujourd'hui, l'informatique est dans tous les domaines, donc il nous faut des laboratoires informatisés. C'est moins lourd, c'est juste avec votre laptop, avec un logiciel. Et puis ça marche. Donc, et déjà parlant des logiciels, il y en a tellement qu'il faut télécharger et tout, mais est-ce que tous ces logiciels sont vraiment adéquats? Tout ne peut pas être adéquat. Vous savez, sur le marché, il y a 1001 produits, pardon, et c'est le spécialiste qui sait ce qu'il faut. Et nous, on a sélectionné ce qu'il faut. Et cela nous a amené à pouvoir réussir à tout bout de champ. Depuis bientôt plus de 15 ans, quand on vient chez nous à Langspace, la question ne se pose plus. S'il s'agit de parler anglais au bout de 3 mois, tenez-vous tranquille. Le besoin de s'exprimer en anglais pour un francophone aujourd'hui n'est pas une question d'année. Au bout d'1 an, non, moi je pense, et nous on a pensé que c'est de la perte de temps. Alors, donc, avec nous, en 3 mois, à raison d'une fréquence de 3 séances par semaine, avec tout ce qu'il y a comme instrument, travail personnel à faire par l'apprenant, etc., ça a toujours été réussi à notre niveau. La condition pour être inscrit et réussir à parler anglais en 3 mois, c'est... On parle pas encore de votre institut ici sur ce plateau, mais... Non, c'est à titre d'exemple, quoi, parce que puisqu'on parle de stratégie, vous voyez. Ah, mais si vous avancez sur ce terrain-là, la DRP va venir vous voir. Bon, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. On est là pour développer, on n'a pas peur de quelque chose. Donc, vous parlez tantôt du matériel à mettre en place. Le matériel, vous avez parlé d'un laboratoire, entre autres actions à mettre en œuvre pour bénéficier. Laboratoire. Et je précise informatisé, parce que l'informatique aussi, ça fait partie du développement aujourd'hui. Et ensuite, il faut pouvoir faire des formations de masse. Formations de masse, à savoir qu'il faudrait que de temps en temps, ou bien régulièrement, l'opportunité soit accordée à une catégorie socio-professionnelle d'être autour pour faire ses armes en anglais. Et de manière régulière, de manière très régulière, pour que toutes les catégories socio-professionnelles, un mois après l'autre, soient intéressées et que la chose soit banalisée, vous voyez. Parce que, nous le répétons, les Africains, les francophones ont besoin de parler anglais et les anglophones ont besoin de parler français. Il n'y a rien à faire. Mais ce besoin-là, est-ce juste pour faire disparaître les frontières, les barrières physiques surtout qui se présentent, ou ça a d'autres avantages? Parce que comment cela pourra réellement participer au développement, comme vous le dites, l'Afrique se développe enfin. Oui. Vous voyez, j'apprécie beaucoup votre question, j'aime beaucoup votre question. Est-ce que c'est seulement pour briser les frontières? Déjà, briser les frontières, c'est très, très important. Parce que diviser pour régner, c'est ça ce qui est contre le développement. Maintenant, quand vous voulez être unis, comme l'a dit Bob Marley, Africa Unite, ça c'est même un prophète que Dieu a envoyé aux Africains. Et je dis cela en parenthèse. Alors donc, Africa Unite va arriver en unifiant par les langues. Et une fois que les Africains auraient ce bilinguisme, je vous assure, c'est la clé pour tout le reste du développement. À notre avis, et nous en avons la conviction, parce que, voyons, le bilinguisme va d'abord briser le joug colonial. C'est vrai, on est dans l'ère de l'indépendance, mais il y a les vestiges
de la colonisation qui planent toujours comme des fantômes autour. Et quand vous parlez deux langues, finalement, vous ne savez à quel maître vous appartenez. Et spirituellement, on dit l'une ne peut servir deux maîtres. Alors, si vous êtes francophone aujourd'hui, et l'expérience a montré que ceux qui sont bilingues ont des attitudes différentes de ceux qui sont seulement francophones, ou ceux qui sont seulement anglophones. Alors, donc, ça brise le joug colonial, ce dont nous avons besoin. Et je dis, la jeunesse doit embrasser ça. Parce que les jeunes, c'est les piliers de l'avenir. Deuxième avantage, une fois le joug colonial brisé, les Africains avec le bilinguisme vont ensemble penser maintenant au modèle de l'école africaine. Ah oui, parce qu'on est allé à l'école, mais ce n'est pas encore notre école, je vous assure. Comment se fait-il qu'à la fin de cursus scolaire, on se retrouve à ne pouvoir pas servir son pays, à ne pouvoir pas résoudre un problème d'inondation? Mais c'est grave, parce que l'école est sanctuaire autant que la chapelle. Alors, dans l'école, c'est quelque chose qui, normalement, devrait nous amener à être compétents sur le terrain. Alors, donc, une fois le joug colonial brisé, nous pourrons penser à quelle école, les curriculums et tout, et ajouter maintenant la langue africaine qui pourra nous soutenir aussi, et notre identité serait exprimée par cette langue. Le Swahili, par exemple, est déjà la première langue de l'Union africaine. Quand nous parlions de bilinguisme, ce n'était pas que nous n'étions pas africains non plus. Je voulais dire, mais au moins une langue africaine. Et la chose a été pensée déjà. L'Union africaine a comme première langue officielle le Swahili que personne ne parle en général. Vous voyez, donc, ce que nous disons est important. Il faut commencer par le bilinguisme. Et je vous dis, c'est ça la clé. C'est stratégique. Après le bilinguisme, vous pourrez maintenant aller à l'école africaine et la langue officielle africaine bien développée. Et à partir de là, maintenant, tenez-vous bien, vous pourront réellement faire le secteur secondaire, les transformations. J'ai beaucoup admiré la nouvelle agrone entrepreneur. Vous parlez d'Estelle Pazou. Voilà. Oui, la jeunesse et tout ça. Et ça ne peut pas avoir lieu sans le bilinguisme, je vous assure. Parce que les potentialités agricoles, les nouvelles techniques de par le monde, ce n'est pas seulement en français. Et c'est beaucoup plus en anglais qu'en français aujourd'hui. Mais tout ce que vous dites là, je me dis ça va prendre du temps. Qu'est-ce qu'il faut faire là, tout de suite là? Oui, ce qu'il faut faire tout de suite là, c'est d'abord savoir que le bilinguisme, c'est la première chose. L'ignorance est mère de tous les vices. Savoir que le bilinguisme, c'est la clé de tout ce que nous avons à faire comme développement. Après le bilinguisme, savoir l'école, comme je dis, l'école africaine. Après l'école africaine, le secteur secondaire, le secteur tertiaire en plus. Parce qu'aujourd'hui, on sait que le secteur tertiaire est en avance sur les autres sans que les autres ne soient existants vraiment. Et à la fin, maintenant, étoffer la politique agricole. Une fois que la politique agricole est faite, il y a déjà le secteur secondaire et tertiaire là. Et quand le producteur produit sa banane, par exemple, toutes les chaînes de développement sont déjà là, bien pensées et bien installées. Même pour déjà, ici au Bénin, notre langue officielle, c'est le français. Alors pour ceux-là qui souhaitent maîtriser la langue anglaise, je ne dirais pas en un temps record, mais en peu de temps, est-ce qu'il y a des logiciels gratuits? Non, vous savez, j'ai encadré un bon nombre de personnes, de grandes personnalités qui voyagent beaucoup. L'expérience a montré que ce n'est pas les logiciels ou les livres qui font parler anglais. Il faut être en salle, il faut être avec un coach et l'interactivité crée très vite la capacité de parler la langue. Comme vous avez vu, un bébé commence par parler une langue à cause de l'interactivité. Alors tout de suite, ce que nous avons à faire aussi, c'est de pouvoir mettre tous les hommes de médias en salle. Tous les hommes de médias. Et nous, stratégiquement, je pense que c'est ça ce qui va commencer. Pour leur apprendre la langue anglaise. D'ici 6 mois, au plus. C'est gratuit, j'espère. Mais pourquoi pas? Ok, c'est une très bonne nouvelle. Pour nous. Et nous offrons à tout le monde à BB24. Que tous les hommes des médias viennent nous voir ici pour s'inscrire, apprendre la langue anglaise. En 4 mois. En 4 mois, gratuitement. Voilà. Il le faut. Merci beaucoup à vous déjà pour l'initiative, Monsieur Naeton. C'est moi. Bewa, vous êtes le PDG de Landspace, vous le disiez tantôt, et on parlait des langues officielles, les avantages du bilinguisme, le bilinguisme à travers lequel l'Afrique peut enfin se développer, selon vous. C'est donc tout pour Esper qui
nous parlait du bilinguisme pour que l'Afrique se développe enfin. Après donc Espère, nous allons installer le plateau de nature et bien-être. Dégradation des sols, quelles sont les conséquences? On avait annoncé ici recevoir le directeur général de l'environnement et du climat, Pépin Aïnan. Malheureusement, on ne l'aura pas, mais en lieu et place, nous avons sur ce plateau William Apollinaire Tchoki, que vous connaissez très bien, hein? Eh oui, le 13h ailleurs. William Tchoki, bonsoir. Bonsoir, heureuse d'Arondé. Tout un plaisir pour moi de vous avoir. D'ailleurs, c'est votre plateau, hein? C'est mon plateau, c'est un grand plaisir pour moi de revenir ici. De revenir. Eh oui, mais pas en tant que spécialiste ou en tant que chroniqueur, mais en tant qu'expert de Amandine Anamoso ce soir. Amandine, bonsoir. Bonsoir à vous, heureuse d'Arondé, mesdames, messieurs, bonsoir. Oui. Et oui. Avant d'aborder le sujet, nous allons suivre ce reportage réalisé par Christelle Tongodo sur la dégradation des sols. 600 millions d'hectares de terre, ressources non renouvelables, se dégradent chaque année dans le monde. C'est la conséquence directe de l'utilisation abusive des intrants chimiques sur les cultures, de la surpâturation ou encore de l'agriculture intensive sur brûlis. Des mots qui favorisent la baisse remarquable de la productivité et la réduction des terres cultivables. Nous avons au total au niveau du Bénin 29% de nos terres qui sont fortement dégradées, 33% moyennement dégradées et 35% faiblement dégradées. La forte dégradation du sol se retrouve essentiellement au niveau de la zone agroécologique 1, c'est-à-dire l'extrême nord, et également au niveau du nord-ouest, dans la Takora Donga. C'est là qu'on retrouve les terres fortement dégradées. Et après, vous descendez un peu dans la zone, le bassin cotonnier. C'est là qu'on enregistre cette dégradation assez poussée. Au Bénin, les changements climatiques et les gaz à effet de serre sont en partie responsables de ce tableau si sombre. Les sols sont fortement dégradés et l'Assemblée générale des Nations unies a lancé un appel à tous les pays pour une protection, une sauvegarde des sols. Et par rapport à ça, le ministère de l'Environnement, à travers la Direction générale de l'Environnement, est la structure focale. Et donc, met un accent particulier sur le suivi de la mise en œuvre de cette convention et des actions qui sont menées dans ce cadre en collaboration avec les ministères qui sont concernés. Pendant que les récoltes agricoles sont en baisse, la population, elle, augmente. C'est donc à raison que la crise alimentaire s'installe. Et face à cette urgence, il est important que de nouvelles normes soient établies pour la sauvegarde des sols. Et on retrouve donc Amandine Aniamboso pour aborder la question, oui, la dégradation des sols. Les causes et les conséquences. Oui. Voilà. William Tchoki, bonsoir et merci d'être venu sur ce plateau. Et dites-nous déjà, quelles sont les causes de la dégradation des sols au Bénin? Alors, quand on prend le contexte béninois, il y a d'abord la population. Oui. Vous savez, en 1960, on était peut-être 3 millions, mais aujourd'hui, nous atteignons un peu moins de 12 millions. Enfin, je dirais 11 millions et quelques. Alors, c'est d'abord la première cause. L'autre cause, c'est l'utilisation abusive des engrais chimiques. Nos producteurs, par le passé, c'était les savoirs endogènes qu'on utilisait, mais les gens, parce qu'ils veulent avoir un rendement plus grand, estiment qu'il faut utiliser les engrais chimiques et les gens ne respectent pas souvent les doses d'utilisation de ces engrais chimiques et les conséquences, les terres n'ont plus cette productivité qu'on les reconnaissait. Elles perdent, par exemple, sur une superficie, par exemple, sur une superficie d'un hectare où on peut avoir comme rendement 3 tonnes de maïs. On est en arrivé à en avoir peut-être 1 tonne. Voilà des conséquences par rapport à cela. Il y a aussi le fort taux d'urbanisation que nous avons dans notre pays. Vous savez, les villes s'agrandissent. Si je prends, tout le monde veut vivre en ville. En ville, voilà. Je prends par exemple l'exemple de Cotonou. C'est vrai que ce n'est pas une zone rurale, mais il y avait des quartiers qui étaient peut-être des jardins où les gens faisaient le maraîchage. Aujourd'hui, tout occupé par des bâtiments, ça pousse comme des champignons un peu partout. Voilà un peu autant de problèmes qui nuisent vraiment à la terre au Bénin. Et quelles sont les pratiques culturelles qui détruisent les sols? J'ai déjà commencé par évoquer quelques pratiques culturelles, c'est l'utilisation des engrais chimiques. Il y a aussi la culture
brûlée extensive, la culture extensive. C'est-à-dire les gens, une fois qu'ils ont un espace et qu'ils l'utilisent et que l'année prochaine, ça n'a pas donné, on quitte cet espace, on veut aller ailleurs. Et on utilise les mêmes pratiques, c'est-à-dire on utilise toujours cet engrais, tout en oubliant que c'est parce que c'est à cause de l'engrais qu'on a utilisé sur la première partie qu'on a utilisée, qui est à la base du peu de rendement qu'on a. Et puis on bouge, chaque fois qu'on bouge, on détruit la terre, et puis voilà, ça continue, ça s'élargit. On a dit que par an, on en est arrivé à détruire 200 000 hectares par an de terre au Bénin. Et que deviennent ces terres qui sont détruites? Mais aujourd'hui... détruites plutôt. Oui, détruites, oui. Le français, c'est la langue officielle, mais c'est compliqué. Enfin, aujourd'hui, les autorités quand même ont dit il vaut mieux qu'on repense un peu les choses. L'État, le ministère du cadre de vie en l'occurrence, a sorti notre politique par rapport à la neutralité dégradée des terres. Ça dit, c'est comment faire. Soit on revient, on rentre à donner à la terre ce qu'on lui a arraché, c'est-à-dire atteindre soit la neutralité ou bien ramener la terre à leur état initial. Mais ce qui est demandé aujourd'hui, c'est au moins d'atteindre la neutralité, à défaut de ramener la terre à son état initial. Parce qu'on se demande si c'est possible. Si c'est possible, on peut le faire. Aujourd'hui, on a dit on n'a pas besoin d'occuper de grands espaces pour avoir de grands rendements. Il suffit d'avoir un petit espace et que les pratiques culturelles respectent les normes environnementales. On est sûr d'avoir un grand rendement et puis on est sûr de protéger notre environnement. En parlant de pratiques culturelles, on n'a pas fini de les citer. Oui, bon, j'ai parlé tout à l'heure de l'engrais chimique, de l'agriculture extensive sur brûlis. Il y a les feux de brousse que les gens parfois ne respectent pas. Enfin, il y a les forestiers qui maîtrisent beaucoup plus comment est-ce qu'on le fait pour ne pas tuer les nutriments du sol. À part ça, il y a aussi du fait que les déchets, on les déverse n'importe où. Les déchets, vous savez, parfois il y a des déchets toxiques. Je prends par exemple les piles que nous jetons dans la nature. Parfois ça détruit aussi notre terre. Voilà autant de choses que nous faisons, peut-être inconsciemment, qui créent des dommages à notre environnement, à la terre béninoise. Et comment savoir alors si telle terre ou telle terre est dégradée? Parce que ça ne se voit pas à vue d'œil. Tout à fait. Si cette année vous avez mis en terre, comment dirais-je, votre maïs, c'est un exemple que je donne, et que vous avez eu peut-être 3 tonnes et que l'année prochaine, vous avez 1 tonne, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce qu'il n'y a pas un autre phénomène qui puisse expliquer cette situation? Non, pas du tout. C'est parce que la terre n'est plus productive que le rendement n'est pas au rendez-vous, justement. Donc, c'est le seul exemple, bien sûr, qui pourrait permettre aux producteurs de se dire que la terre n'est plus productive. Mais l'autre chose, c'est les chocs climatiques. On ne doit pas l'occulter. Aujourd'hui, quand on parle de dérèglement climatique, les pluies ne respectent plus les périodes d'arrivée. Le soleil, on le constate, c'est ardent. Ou soit la pluie, elle vient en grande quantité et après, on ne voit plus. Donc, quand la pluie vient en grande quantité, parfois, ça lascive la terre. Tout ce qui est nutriments part soit dans les lagunes, ça dépend, enfin, dans les cours d'eau. Ou soit, il y en a qui restent. Voilà autant de choses quand même qui sont à la base. Quelles sont alors les conséquences? Les conséquences, c'est parce qu'on j'avais dit, on n'a plus, il a dit tout à l'heure que la population augmente. Si on a peut-être besoin de 1000 tonnes ou de moins de maïs pour la population béninoise, on a plus de 1000 tonnes de population. Donc, on parlera de malnutrition. La quantité de nourriture, j'allais dire, oui, c'est bien ça, de vivre pour les Béninois, elle est plus suffisante. Alors, il faut aller chercher ailleurs. Et là, c'est... Plus d'importation. Voilà, on importe beaucoup plus de produits venant de l'extérieur. Or, sur nos pays, puisque nos terres sont riches, on peut quand même nourrir la population parce qu'on n'est pas aussi nombreux. Hein. Quand je prends par exemple l'exemple de la Chine, ils sont tellement nombreux, mais pourtant, ils s'en sortent. Ils s'autosuffisent. Vraiment. Oui, ils s'autosuffisent. Parce qu'ils exploitent tout ce que la terre leur donne. Et parfois même, ils en arrivent à nous donner. Alors que nous, ici, on a des espaces qu'on n'exploite pas suffisamment. C'est vrai que quand on parle de terres dégradées, on parle de 66% de terres dégradées au Bénin, mais c'est seulement 17% des terres arables qui sont dégradées. Parfois, les gens abandonnent les terres, ou bien il y en a qui achètent, je prends des grandes firmes, les industriels qui achètent ces terres, je parlerai peut-être de thésaurisation des terres. Au lieu qu'on laisse ces terres aux producteurs, on les achète, on les laisse là. Des années après, ces terres ne produisent rien et on a besoin des terres pour des petits producteurs. Et que pensez-vous alors des actions qui ont été menées jusqu'à ce jour pour lutter contre la dégradation des sols dans notre pays? Beaucoup d'actions sont menées, mais je pense que, comme on le dit, tant qu'il reste à faire, rien n'est fait. C'est vrai qu'il y a cette note politique qui demande à ce qu'on atteigne au moins la neutralité des terres. On a même dit que d'ici 2030, qu'on doit faire en sorte quand même que 50% des terres dégradées
puissent revenir à leur état de neutralité, tout au moins. L'autre chose qu'on va demander, c'est beaucoup conscientiser les populations par rapport à l'utilisation des engrais chimiques. Il y a des pratiques endogènes que nos parents utilisaient par le passé. Les gens ne connaissaient pas les engrais chimiques. Comment est-ce qu'ils faisaient? Pourquoi on ne peut pas aller vers ces grandes personnes, leur demander comment est-ce qu'ils s'y prenaient pour avoir de grands rendements? C'est autant de choses qu'on doit faire aussi. Retourner à l'époque ancienne. À nos anciennes pratiques. Et on constate qu'il y a certains agriculteurs qui commencent à adopter les cultures bio, mais à la longue, ils reviennent encore à l'utilisation des engrais. Peut-être que ça ne rapporte pas assez. Mais on dit souvent, quand on veut faire les cultures bio, quand on ne respecte pas les normes, on n'a pas le rendement au rendez-vous et on pense que c'est en utilisant les engrais chimiques qu'on aura plus de... Il y en a qui pensent également que les engrais chimiques permettent de maintenir les cultures maraîchères en forme, c'est plus joli. Oui, là, c'est beaucoup sur l'esthétique. Je vais donner un simple exemple à Amandine. Quand vous prenez ananas bio et puis ananas qu'on a pu produire avec de l'engrais, l'ananas bio peut faire peut-être une semaine sans que ça nous coule. Mais quand vous prenez l'ananas nourri, ou du moins son produit à base d'engrais, 2 jours après, on ne commence pas à sentir que ça coule. Donc, les produits bio sont plus solides. D'abord, c'est plus solide, mais là, et puis c'est plus simple pour notre organisme. Voilà. On a besoin quand même de vivre longtemps pour nos enfants, Et William Tchoki, quelles sont, selon vous, les opportunités dont dispose le Bénin pour relever le défi de la lutte contre la dégradation des sols et renverser la tendance? On a dit que la dernière question pour finir. L'agriculture, c'est ça qui apporte le plus grand taux de PIB pour notre économie nationale. Donc, par conséquent, tout ce que nous avons comme bien part de l'agriculture. La terre, c'est la seule richesse que nous avons. On n'a pas de richesse sous-sol, on n'a pas d'or, on n'a pas de pétrole, enfin que je sache moi. Donc, c'est la terre que nous avons. Donc, par conséquent, on a intérêt à protéger cette terre qui doit nous donner à manger, donner à vivre aux populations, parce que chaque jour, la population augmente. Mais déjà, les actions que mènent les autorités, on parle aujourd'hui du changement de paradigme. Ça veut dire, faites tout pour que les gens comprennent que la seule richesse que nous avons, c'est la terre. Il vaut mieux qu'on change de pratique, change de comportement par rapport aux terres, ne plus utiliser les engrais chimiques. Mais si on va les utiliser, il faut d'abord mener les études pour savoir est-ce que cet engrais est adapté à tel sol. Si on le fait, on est sûr quand même de pouvoir réduire les dommages que nous craignons à notre environnement. William Tchoki, merci beaucoup à vous. C'est moi. Heureuse d'annoncer. Et voilà, ce sera donc tout pour Nature et Bien-être de ce soir consacré à la dégradation des sols, les causes et les conséquences. Et on était avec William Apollinaire Tchoki, spécialiste des questions environnementales. Ça a été un réel plaisir de vous avoir, William Apollinaire Tchoki. Le plaisir partagé. N'est-ce pas? Et voilà, on va vous laisser partir. Mesdames et messieurs, c'est donc tout pour Nature et Bien-être. À tout de suite. Il est 19h45 et voilà, on va remettre l'antenne à la rédaction de BB24 pour le journal. Bienvenue dans le 1945 de ce 28 février 2018. Voici les titres. Le Fonds national de microfinance se modernise. Le microcrédit mobile offre beaucoup plus de facilité aux bénéficiaires. Nous ferons un zoom sur ce programme dans ce journal. Conférence des forces vives de la nation, 28 ans après, le Bénin a-t-il réussi à atteindre une véritable cohésion sociale? Le bilan dans un instant. Le secteur des faux mariages est en plein boom au Vietnam. Des mères célibataires sont prêtes à dépenser des centaines d'euros pour échapper à la stigmatisation de la société. Les systèmes financiers décentralisés, partenaires du Fonds national de la microfinance, offrent un projet d'auto-emploi à plus de 9000 jeunes béninois dans les services digitaux. Le microcrédit mobile, un nouveau programme digital pour améliorer l'efficacité et l'impact des opérations de prêt et de remboursement des crédits accordés aux bénéficiaires. Suivant ce reportage de Rodrigue Blondoumet, venu d'Ossou, présenté par Rodrigue Babagweto. Le microcrédit mobile MCM, c'est la nouvelle plateforme de finances digitale créée par le Fonds national de la microfinance. Il est destiné à renforcer l'inclusion financière et faciliter l'accès et le remboursement des crédits octroyés sur l'étendue du territoire national. Le microcrédit mobile
c'est un crédit que le gouvernement donne au travers des systèmes financiers décentralisés que l'on connaissait hier sous le nom de microcrédit aux plus pauvres. Sauf que cette fois-ci, le processus d'obtention du crédit a été digitalisé et la manière d'obtenir le crédit se fait sous forme de monnaie électronique. Le terminal qu'ils utiliseront est un terminal Android, donc qui a les fonctions d'un smartphone. Cet appareil de finance digitale est un terminal de paiement électronique. Cette nouvelle réforme permettra à ces jeunes recrutés d'enrôler les bénéficiaires du microcrédit mobile, de servir de point de retrait et de remboursement des crédits accordés aux bénéficiaires. En utilisant aujourd'hui la finance digitale pour faire les crédits de masse, on veut d'abord sécuriser le crédit en évitant au maximum la circulation de l'espèce. On veut également permettre l'identification des personnes bénéficiaires et un suivi et une meilleure gestion de la mise en place du crédit et du processus de remboursement. Formés sur la finance digitale, l'utilisation des terminaux de paiement électronique et l'art de vendre des services digitaux, ces agents marchands sont conscients de la mission qui est la leur. Ce projet est fait en sorte que nous puissions être approchés par ces femmes. Toute la communication est faite pour qu'elles sachent que par quartier de ville, il y a des agents pour les paiements électroniques qui sont là pour enregistrer les demandes de microcrédit mobile qui pourront servir d'intermédiaires pour les traiter. Le projet du microcrédit mobile vient donc apporter des solutions aux nombreux problèmes existants. Le but de la formation, c'est d'équiper l'agent pour qu'il soit en main de déjà connaître la nouvelle manière de faire cette activité et de pouvoir être plus proche de la clientèle. Au final, l'agent déjà est un auto-entrepreneur qui pourra développer son entreprise, mais aussi permettre à un bénéficiaire du crédit, quel que soit là où se trouve sur l'étendue du territoire, de pouvoir faire ses opérations de retrait et de remboursement de crédit. Avec cette nouvelle plateforme de finance digitale, c'est un nouveau départ dans les opérations d'accès au crédit de l'État. Au-delà de l'innovation, c'est aussi une opportunité d'emploi pour la jeunesse. L'un des objectifs de la conférence des forces vives de la nation était de préserver la cohésion sociale, seule garante du développement économique du Bénin. 28 ans après, que deviennent le discours et le respect des conclusions de la conférence nationale au plan social? Élément de réponse avec le professeur Doji Amoussouvi, sociologue enseignant à l'université d'Aboumé Calavi. Le discours a évolué vers une sorte d'effritement, c'est-à-dire que les grandes valeurs, les grands enseignements que nous avions hérités de la conférence nationale sont en train de s'effilocher, sont en train de se dissoudre. Pourquoi cela? Le temps fait son œuvre, les acteurs majeurs sont en train de partir sans forcément transmettre à la génération future qui monte la fièvre, les valeurs, les réalités, la philosophie, même l'état d'esprit de la conférence nationale, qui était à l'unité nationale, qui était à la fibre patriotique, qui était au salut du Bénin dans l'Afrique et dans le monde. Parce que nous avions touché le fond et dans un sursaut national, dans un sursaut d'orgueil, nous avions décidé, le Bénin entier a décidé de renouer et de prendre rendez-vous avec l'histoire. Et gonflé à blanc, nous nous sommes découverts de nouvelles valeurs, des valeurs boussoles, des valeurs références. Ce n'est pas possible. Aujourd'hui, les acteurs d'hier qui ont permis, grâce au contexte, grâce aux défis du moment, grâce aux réalités du moment, à créer cette symbiose, cette synthèse, cette fusion nationale, ne sont plus forcément aux commandes, ou ils sont remis à leurs parents pour cause de vieillesse, ou la nature les a emportés, ou ils ne sont plus dans l'état de défendre ces idéaux-là. Normalement, cet hôtel, cette salle-là, PLM à Ledjo devait être mémoire, un lieu d'histoire pour tout Béninois pendant des siècles, pour toute la vie, pour qu'on aille dire le renouveau béninois, le renouveau démocratique est né, a été accouché là. Mais aujourd'hui, regardez ce qu'on fait de PLM à Ledjo, regardez ce qu'on fait de cette salle mythique. Mais où est-ce qu'on va préserver la mémoire? Rien pour moi n'a été mauvais. La conférence nationale était venue comme le salut du Bénin. Mais aujourd'hui, de 90 à 2000,
en 2018, 20 ans, 30 ans, 40 ans pratiquement après, qu'est-ce qui reste de l'héritage de la conférence nationale? Je ne suis pas de ceux qui disent qu'il nous faut une autre conférence nationale parce que les conditions ne sont pas réunies, parce que les acteurs ne sont pas réunis, ne sont pas les mêmes. On ne va pas refaire le monde, on ne va pas recréer. C'est de la facilité que de dire allons aux états généraux. On sait ce qu'ils font ou disent ces choses-là. Ce n'est pas de ça qu'il est question. La conférence nationale, les forces vives de la nation, a été fondatrice de quelque chose, a fondé la chose, a semé une graine. Faisons en sorte que le plan sorti de cette graine-là ne meure point. C'est de ça qu'il est question. Les travaux de la première session ordinaire du Conseil économique et social s'ouvrent pour le compte de l'année 2018. L'occasion est saisie par les membres pour réévaluer les activités menées au cours des années précédentes et faire face aux différents défis à relever pour le rayonnement socio-économique du Bénin. Christelle Tongodo, Dine Bouraïma. C'est une institution connue pour la sauvegarde des intérêts du peuple. Le CES, Conseil économique et social, joue un rôle fondamental dans le développement économique et social du Bénin. C'est le Bénin en miniature qui se trouve au Conseil économique et social. Donc nous avons toutes les compétences nécessaires pour apporter l'éclairage nécessaire qu'il faut sur les questions aussi bien économiques, sociales, culturelles qu'environnementales. Mais il faut nécessairement un corps approprié et pour pouvoir être entendu par les populations pour lesquelles ces réformes-là sont opérées et qui va souvent et d'abord davantage dans l'intérêt supérieur de ces populations. Et pour répondre convenablement à cette mission, le CES, à travers la session ordinaire de cette année 2018, aborde diverses préoccupations, des questions d'ordre socio-économique, mais aussi des réformes d'intérêt général. Aujourd'hui, les juges sont en grève. L'éducation est en mouvement, la santé, voilà les trois secteurs clés. Et l'éducation est le premier des secteurs. Mais il faut aller à l'école d'abord pour devenir infirmier, pour devenir médecin, pour devenir journaliste. La décentralisation, comme vous le savez, c'est l'aspect humain. À la base, l'implication des populations à la base, ce sont les travailleurs qui produisent la richesse. Mais dans la répartition de cette richesse-là, il faut de la méthode, il faut de la pédagogie. Parce que nous sommes tous des contribuables. Depuis le dernier paysan jusqu'au président de la République lui-même, nous sommes tous des contribuables. Et quand on alimente la caisse dans la répartition, il faudrait qu'on puisse savoir éviter autant que faire se peut les déséquilibres dans la répartition. Une meilleure répartition de la richesse, cela pourrait contribuer au développement et faire rayonner l'économie béninoise. Page internationale à présent et on démarre par cette information sur le Tchad. La conférence sur le lac Tchad, ouverte lundi dernier, s'est achevée ce mercredi à Abuja au Nigeria. Ce lac bordé par 4 pays, le Tchad, le Niger, le Nigeria et le Cameroun, est au centre de multiples enjeux. Un plan d'action détaillé a été élaboré pour préserver sa disparition. Les Nations Unies se sont engagées à financer des programmes de recherche et de conservation. Fonds mis à disposition 6,5 millions de dollars, soit près de 4 milliards de francs CFA. Une industrie de faux mariage en plein essor. Cela se passe au Vietnam. Le principe fournit des prestations de faux mariés qui s'unissent de façade avec des femmes. Le but recherché est de résoudre le problème de la stigmatisation des mères célibataires. Reportage. C'est une cérémonie de mariage célébrée en grande pompe. De la bénédiction nuptiale au découpage du gâteau entremêlé de prestations artistiques, tout a l'air d'une réussite vue de l'extérieur. Sauf que le marié est un acteur engagé pour l'occasion. Car la jeune mariée du jour est enceinte de 3 mois. Et dans une société vietnamienne très conservatrice, il est inconcevable qu'une femme soit mère célibataire. Mes parents auraient été les premiers à avoir honte si j'étais enceinte et sans mari. J'étais perdue. J'ai trouvé le site de l'entreprise par hasard sur Internet. J'ai trouvé une issue. L'entreprise a tout organisé pour moi.
J'étais très contente de leur service. K et son figurant de mari n'ont jamais été légalement mariés, mais l'important est qu'il ait joué le jeu devant ses amis et sa famille le jour de la cérémonie. Je joue seulement le faux marié. Je ne regrette pas de travailler avec cette entreprise et de les aider. Je ne trompe personne. Tout le monde sait ce que je fais. Même si cela pose un problème éthique, le secteur des mariages de façade est en plein boom au Vietnam. Paradoxe, le fondateur de cette entreprise se désole pour ces jeunes couples obligés de jouer le jeu. Le message, c'est que nous sommes très inquiets. Comme l'hôpital traite les malades, nous aidons les fiancés et leurs familles. Mais nous ne voulons pas que cela se développe. Dans le secteur, aucune statistique officielle n'est disponible. Mais l'homme d'affaires assure avoir plus de 400 figurants enregistrés sur ses listes d'invités contre seulement une dizaine il y a 10 ans. Le marché de cigares connaît une croissance exponentielle à Cuba. Les chiffres sont hallucinants. Les recettes au cours de l'année 2017 ont atteint 600 millions de dollars, soit environ 295 milliards de francs CFA. Reportage. C'est un marché principalement tourné vers l'extérieur. L'Europe à elle seule absorbe 54% des exportations, suivie de l'Amérique latine et la région Asie-Pacifique. La Chine, où le potentiel de croissance est le plus élevé, se classe au 3e rang des pays consommateurs derrière la France et l'Espagne. 2017 a été une très bonne année pour le groupe Habanos. Nos ventes mondiales consolidées ont atteint le chiffre record de 500 millions de dollars, soit une hausse de 12% par rapport à 2016 et surtout à taux de change constant. Le marché intérieur cubain a lui aussi connu une croissance avec l'arrivée de près de 5 millions de touristes sur l'île en 2017. Si Habanos, principale société de fabrication de cigares à Cuba, exporte dans la majeure partie du monde, le marché des États-Unis lui est toujours fermé en raison de l'embargo qui court depuis 1962. Dès que l'embargo sera levé, à ce moment-là, nous saurons quoi faire pour approvisionner le marché nord-américain. Grâce à la spécificité du sol, du climat et de la qualité de la main-d'œuvre, le tabac cubain est considéré comme le meilleur cigare du monde. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez Estelle Pazou demain à 12h45. Merci donc à vous, Nadège Sani, pour la présentation du journal. Le dernier plateau qui reste, mesdames et messieurs, avant de prendre congé de vous, c'est ActuWeb. À défaut d'avoir Adonis Bon ici avec nous, je vous délivre ici les quelques informations que nous avons obtenues sur la toile. Entre autres, nous aurons deux informations. Les réseaux sociaux ne protègent pas suffisamment les jeunes contre le harcèlement. Il y a également on aura trois conseils de Tristan Harris pour réussir à s'éloigner de son smartphone. Je commence déjà par la première information. Les réseaux sociaux ne protègent pas suffisamment les jeunes contre le harcèlement. Alors, avant les promesses de changement de marque, Zuckerberg, une étude a été réalisée entre mars et août 2017 par Young Minds et The Children's Society. Voilà. Ces conclusions sont alarmantes quant à l'impact de réseaux sociaux comme Facebook, Twitter, YouTube et Snapchat sur la santé mentale des jeunes. Et il faut dire que 1089 individus âgés de 11 à 25 ans ont participé aux recherches en décrivant précisément leur relation avec ces plateformes-là. Et au total, 83% des interrogés pensent que les réseaux sociaux devraient davantage traquer le cyberharcèlement qui sévit sur leur plateforme, puisque 47% d'entre eux
ont déjà subi ce genre de pratique. Il faut également dire que le harcèlement sur Internet peut prendre différentes formes. Parmi les sondés, 20% ont déjà été humiliés à cause de la divulgation non consentie d'une information privée et 47% ont été exclus d'une conversation ou d'une activité en ligne. 30% ont accusé réception de messages non désirés après avoir demandé à l'envoyeur d'arrêter. Des pratiques dangereuses, surtout quand on sait que l'âge moyen d'ouverture d'un compte est très souvent situé en dessous de 13 ans. Malgré les recommandations des réseaux sociaux. Et pour finir, les conséquences de ces actes ont également été recensées par l'étude. Et il faut dire que 38% des interrogés avouent avoir une mauvaise opinion d'eux-mêmes à cause des réseaux sociaux. Et ce nombre grimpe à 46% du côté des jeunes filles uniquement. Des résultats pas vraiment étonnant quand on connaît le poids du sexisme ordinaire qui pèse sur les femmes en ligne ou bien dans la réalité. Alors, la deuxième information dont je parlais, les 3 conseils de Tristan Harris pour réussir à s'éloigner de son smartphone. Il faut déjà dire que l'ancien philosophe produit de Google est partisan du temps bien utilisé et Tristan Harris a quelques conseils pour réussir à s'éloigner de son smartphone. Si vous aussi, vous avez la sensation de passer bien trop de temps sur votre smartphone, alors sans en retenir quoi que ce soit, un homme a probablement quelques réponses à vos conseils. Et il s'agit bel et bien de Tristan Harris. Alors déjà, numéro 1, désactivez toutes les notifications non humaines. En clair, oubliez celles des médias, des jeux, de Facebook ou d'Instagram et ne gardez que celles qui indiquent qu'un être humain essaie d'entrer en contact avec vous. Son deuxième conseil, le deuxième conseil de Harris Tristan, a beaucoup fait parler il y a quelques semaines après la publication d'un édito dans le New York Times. Il s'agit de passer votre écran en gris pour éviter que votre œil ne soit attiré par les jolies couleurs de votre smartphone. Et voilà, passez votre écran en gris, voilà, en couleur grise, pour éviter que votre œil ne soit attiré par les jolies couleurs de votre smartphone. En passant en noir et blanc, votre cerveau ne pense qu'à une application. Et voilà, une application plus importante qu'une autre, explique Vox. Alors oui, votre smartphone perd en beauté et les partisans du rangement d'applications par couleur risquent d'être perdus, mais promis, c'est pour votre bien. La troisième, le troisième astuce, troisième conseil, ne placez que les applications utiles à votre vie de tous les jours sur l'écran d'accueil. Alors, personnellement, disait donc Tristan Harris, j'ai Lyft, Maps et le calendrier. Voilà les 3 applications que lui, il a sur son écran d'accueil. Lyft, Maps et le calendrier. Avec aucune de ces applications, je ne peux me faire aspirer dans une espèce de vortex sans fin. Continue donc Tristan Harris. Vox conseille également d'éviter les applications avec du scrolling infini, c'est-à-dire celles comme Twitter, Facebook ou Instagram qui vous permettent de remonter votre flux de façon quasi infinie. Donc, évitez donc de mettre sur votre écran d'accueil l'application Instagram, Twitter ou Facebook. Vous pouvez y laisser le calendrier ou si vous avez l'application Lyft ou Maps. Voilà donc les informations qu'on aimerait, qu'on a partagées avec vous dans ActuWeb. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est tout pour ActuWeb. Et déjà, à l'entame de cette émission, on a annoncé avoir sur ce plateau le responsable de l'Union des transporteurs de Boaké, section de Cotonou, monsieur Kofi Pascal Djella, pour nous parler du transport inter-État des personnes, les réalités et les perspectives dans la rubrique Autant-Savoir. Malheureusement, il n'a pas pu être au grand rendez-vous ce soir. On espère l'avoir dans les tout prochains jours avec Agnat Bello, ce qui fait qu'on va clôturer ici même le grand rendez-vous. Mais d'abord, voici un rappel, les prévisions météorologiques.
Vous venez ainsi d'assister au dernier grand rendez-vous de ce mois. Et oui, comme je le disais, nous sommes aujourd'hui le 28 février 2018, le dernier jour du mois de février. Demain, un nouveau jour, un nouveau mois et certainement de nouveaux défis. Et on sera là, au rendez-vous, au grand rendez-vous, lorsqu'il va sonner 19h. Merci déjà à vous pour l'attention. Et on se dit d'ici à là, portez-vous très bien.